Bonjour tout le monde. Alors pourquoi on a voulu parler des phobies scolaires, toi et moi? Parce que quand on en a parlé, on était mi-octobre. Et en fait, là, on voit arriver quoi dans nos cabinets? Plein de parents avec des enfants, des adolescents. Parce que depuis la rentrée scolaire, on a des gamins qui n'arrivent plus à aller à l'école. Alors il y en a qui ont très vite été déscolarisés, début septembre. Il y en a qui ont un peu forcé, qui ont essayé de tenir bon, qui ont été courageux. Et qui commencent là à exploser. Et le temps qu'ils prennent rendez-vous, ils arrivent mi-octobre, début novembre. Donc on en a pas mal maintenant sur les agendas, comme tous les ans. Et je me suis dit que c'était une bonne idée du coup de faire ce neurolive qui est parfait pour le timing, mais là en décembre on pourra faire la dépression, ça va être parfait pour le timing aussi, parce que ça va être la période. Et les phobies scolaires, je sais pas si les gens se rappellent, on avait fait une vidéo il y a 6 mois, je crois que c'était sur l'anxiété sociale. Et j'avais déjà dit, les phobies scolaires, c'est un terme que j'aime pas et qui de manière générale est un terme qui pose problème parce qu'on a l'impression que c'est l'école qui pose problème. Or, c'est pas le bâtiment en béton qui va entraîner que ton cerveau subitement devient malade. Les phobies scolaires, c'est, on va le voir sur le PowerPoint que j'ai préparé, c'est tout ce qui peut arriver à l'école. Et à l'école, il peut se passer beaucoup de choses. Tout comme il peut se passer beaucoup de choses à l'intérieur d'un métro, il peut se passer beaucoup de choses au travail. Il n'y a pas de phobie du travail. Au travail, tu peux tout faire. Tu peux faire un diabète, tu peux faire un cancer, tu peux être suicidaire, tu peux avoir de l'asthme. Donc on appelle ça les maladies professionnelles, ça ne voudrait rien dire, tu vois. Donc là, les maladies de l'école, ça ne veut strictement rien dire. Et je pense que pour les parents et aussi pour tous les gens qui vont nous regarder, ça va être très intéressant qu'ils soient un peu attentifs, qu'ils regardent, qu'ils discutent aussi avec l'enfant, et puis qui très vite, ils débarquent aussi chez un thérapeute, parce que le thérapeute va permettre justement de faire le médiateur entre les parents et les enfants, aussi avec l'école. Toi, je sais que tu interviens énormément dans les écoles, moi, pas du tout, mais je pense en fait. Toi, tu es un peu obligé, mais ça va être hyper important. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va déjà faire un tour d'horizon de tout ce qu'il y a sous générique phobie scolaire. Le plus classique dans la phobie scolaire, c'est l'enfant qui va développer un épisode dépressif. La dépression, ça n'appartient pas qu'aux adultes. N'importe qui peut faire une dépression. Et le cerveau de l'enfant, il est en pleine évolution. C'est-à-dire que de la conception jusqu'à l'âge de 20 ans, tous les câblages du cerveau sont en train de se mettre en place. Ils se croisent, ils se contournent, ils font... Et tu as toutes les pathologies qui vont arriver entre, je sais pas, je dis au pif, entre 8 ans et 15 ans. Donc c'est pas vraiment étonnant qu'un enfant développe des troubles anxieux, développe des pathologies neurologiques et développe notamment un état dépressif. Cet état dépressif, est dû à quoi? Il peut être dû à une dépression, c'est que tu fais une dépression parce que ton cerveau tombe naturellement, biologiquement en dépression. Tu développes une dépression. Ça peut être l'arrivée aussi d'un trouble bipolaire. On a déjà fait un neurolive sur les troubles bipolaires de l'adulte. Un adulte bipolaire était un enfant et un adolescent bipolaire. Donc ça peut être aussi une dépression bipolaire. Ça peut être dû à 1000 choses, la dépression chez un enfant. Ça peut être le grand-père qui est décédé, ça peut être le changement d'établissement, ça peut être j'arrive pas à me faire des amis. Il y a 1000 raisons pour rentrer en dépression. C'est-à-dire que déjà cette case en tant que telle, elle pourrait se retrouver au milieu et elle-même avoir X cases qui convergent vers elle. Il y a 1000 raisons pour tomber en dépression. Et quand l'enfant va arriver et présente un état dépressif, il va falloir qu'on discute avec lui pourquoi il est en dépression. Déjà, c'est un problème en tant que tel. Donc, sous le diagnostic de phobie scolaire, tu as un sous-diagnostic de dépression qui lui-même est un sous-diagnostic d'autre chose. Mais je ne suis pas rentré trop dans le détail. Là, tu vas avoir des pédopsychiatres qui vont faire ce choix de ne pas donner des médicaments. C'est leur droit. Et tu as des pédopsychiatres qui vont faire le choix de dire c'est un peu difficile de progresser sans médicaments. Moi, je vois énormément d'enfants qui sont sous médicaments et je trouve que c'est courageux de la part des pédopsychiatres de le faire parce qu'en tant que thérapeute, un enfant qui n'a pas de médicaments, pas tous, hein, mais souvent c'est difficile. Donc, sur un état dépressif, si on veut vraiment que le gamin puisse avancer et pouvoir faire un retour à l'école, il va falloir peut-être en effet avoir une prescription de médicaments. Ça dérange souvent les parents, mais c'est nécessaire. Très souvent, c'est nécessaire. Il ne faut pas être fermé sur cette question-là. Excuse-moi de te couper, mais c'est simplement là, je réfléchis à voix haute. Est-ce qu'on pourrait pas, nous, en fait, regarder le PowerPoint, au moins comme ça, les gens nous voient en fait en train de parler, et on mettra ce PowerPoint en commentaire. Je Pour sais que ce pas. soit plus agréable aussi pour Tu les penses gens. pour eux? Oui, parce que là, en gros, en fait, ils ont juste un schéma sous les yeux. Qu'est-ce qui est le plus simple pour eux? Je sais pas, habituellement, on fait comment? Habituellement, on fait le PowerPoint. Ouais, on fait ça, mais c'est. Moi, je peur qu'ils se perdent s'ils voient pas le PowerPoint. On mettra après le commentaire, hein. Ouais, ouais. Alors, Ok. bon, on va attaquer On va la faire ça. deuxième. Le deuxième, c'est les TOC. C'est un très très gros classique. On est à l'âge, collège, lycée, où énormément d'enfants vont commencer à développer des TOC. Les TOC, ça peut être des TOC de lavage de mains, contamination, ça peut être de la vérification. Donc les gamins, ils vont relire constamment les cours, ils vont vérifier le cartable pendant, je sais pas, une demi-heure, 1 heure le soir.
Ils vont réécrire par-dessus ce qu'ils ont écrit, ils vont vérifier la trousse, ils vont avoir peur que des objets tombent, ils vont remettre la chaise symétrique. Donc les TOC vont se développer à l'école, ils vont se développer dans la chambre. Et très vite, surtout sur un TOC de contamination où tu as peur des postillons, tu as peur des maladies, tu as peur de la salive, très vite le gamin il va être déscolarisé. Bon, c'est un peu difficile entre nous de rater un TOC. Parce que les parents vont voir le gamin se laver les mains, ils vont voir le gamin répéter. Donc ce serait un peu étrange que des parents débarquent en disant le gamin il a une phobie scolaire et qu'ils aient raté les TOC. Mais c'est aussi un très grand motif de déscolarisation et qui peut en fait tomber sous le label phobie scolaire. On va attaquer le troisième. Le troisième, c'est l'anxiété sociale dont on a parlé dans un Neurolife. C'est un très grand motif aussi de déscolarisation et de phobie scolaire. L'anxiété sociale, vous vous rappelez, on avait dit, c'est une timidité excessive et handicapante. Donc la timidité, on est tous un peu timides de base, on n'a pas l'habitude de faire des conférences devant 500 personnes. Le gamin, il arrive en septembre, il connaît souvent pas grand monde dans la classe, il va y avoir cette difficulté. S'il y a une anxiété sociale, ça va être très dur pour lui de se faire des nouveaux amis. Il va avoir du mal à répondre, il va avoir du mal à s'intégrer, à poser des questions, à discuter à la cour de récré. Et puis passer une semaine ou deux, tout le monde sait que les groupes sont déjà en train de se faire. Et là, le gamin, au bout de 15 jours, peut dire moi, j'arrive pas, c'est difficile d'y retourner, tout comme c'est difficile de répondre à l'enseignant. Et très vite, la phobie sociale, l'anxiété sociale va entraîner une déscolarisation. L'enfant ne va pas forcément dire que c'est la timidité. Il va avoir la boule d'angoisse dès le matin au réveil. Et ça, on va dire que toutes les phobies scolaires ont toujours la même chose. C'est la boule d'angoisse qui arrive le matin au saut du lit. Tu commences à prendre ton petit-déj, tu vas prendre le bus ou tu vas rentrer dans la voiture des parents et la boule, elle monte, elle monte, elle monte. Au fur et à mesure des jours et des semaines, ça va arriver le soir. Et tu vas l'avoir le samedi ou le dimanche pour le retour à l'école le lundi. Dans l'anxiété sociale, tu auras toujours cette boule d'angoisse. Okay, le quatrième, donc c'est vrai qu'on mettra l'image à la limite. On mettra l'image ou alors en fait on le montrera à la fin. Ouais. Le quatrième point, c'est tous les soucis familiaux. Il peut se passer n'importe quoi dans une famille. Il peut y avoir des parents qui sont en instance de divorce ou qui sont déjà divorcés. Il peut y avoir un frère ou une sœur qui est malade. Il peut y avoir 1000 choses. Et cette chose-là va rentrer en caisse de résonance à l'école. Alors c'est toujours difficile d'explorer ça, mais bon, généralement les parents disent les choses. Ils disent beaucoup d'informations. Parfois ils donnent des informations qui ne sont pas pertinentes. C'est que le gamin va venir avec des tocs, les parents vont dire ah c'est parce que la grand-mère est décédée. Non. Mais souvent tu as en effet des choses comme ça qui sont de l'ordre de la constellation familiale qui vont entraîner que l'enfant va pas bien. Et ça va se répercuter sur sa difficulté d'aller à l'école. Ça va généralement converger aussi vers un état dépressif. Le cinquième point, c'est, comme c'est écrit à l'envers, je vois rien, la pression des enseignants. Alors, il y a des enseignants qui sont plus difficiles que d'autres, et il y a des enfants qui sont plus perfectionnistes que d'autres. Donc, si un enfant est perfectionniste, déjà, il va se mettre énormément de pression. Il va énormément travailler ses cours, il va énormément être angoissé quand il y a des examens. Tiens, toi, voilà, toi. Et coucou. Et elle n'a pas de phobie de la caméra. Et tu as des instituteurs qui sont extrêmement difficiles. Et notamment quand tu as certains patients qui viennent pour des traumas, des patients adultes qui sont traumatisés, des patients adultes qui sont très anxieux ou dépressifs, quand tu investigues un petit peu, souvent ce que tu retrouves, c'est des enseignants qui ont été vraiment odieux, qui ont fait du harcèlement. Là, je vois, j'ai une jeune qui doit avoir 23-24 ans. Tout ce qui ressort dans la thérapie, c'est un enseignant qu'elle a eu pendant 2 ans, qui l'a pris comme bouc émissaire, qui l'a insulté quasiment tous les jours, qui a déchiré son cahier devant tout le monde, qui a jeté les feuilles au visage devant tout le monde, et c'était tous les jours sans exception. Jusqu'à la faire sécher une demi-heure au tableau en lui disant tant que tu n'as pas la réponse, le cours ne reprend pas. Et ça, tous les jours, forcément, ça te détruit un individu. Donc ça peut être un gros classique aussi. Et on entend souvent les enfants disent le prof de sport il est trop difficile. Ou la prof de maths elle m'a pris en grippe. Et comme forcément ce prof tu vas l'avoir 2 ou 3 fois sur ton planning, bah, au bout d'un moment le gamin il a plus envie d'y aller. Et ça tu vas très vite le savoir parce qu'il y a des jours où il a la boule et des jours où il n'a pas la boule d'angoisse. Donc la pression des enseignants ou le perfectionnisme des enfants, ça c'est un gros classique. Un autre très gros classique, qui est pour moi presque avec la dépression l'essentiel des demandes de consultation, c'est les attaques de panique. Donc les attaques de panique ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui va faire une crise d'angoisse et qui va avoir peur de refaire une crise d'angoisse s'il va à l'école. Avec le problème, c'est qu'une fois que tu es dans la salle, tu ne peux plus sortir. Donc le gamin, il rentre dans la salle en se disant jusqu'à la fin de l'heure, je suis piégé. Mais peut-être jusqu'à la fin de la matinée, je suis piégé. Si mes parents ne peuvent pas me récupérer, jusqu'à ce soir, je suis piégé. Et comme il se dit qu'il va macérer, il va mijoter dans son angoisse toute la journée, bah son cerveau lui envoie un signal qui est la veille ou le matin même. Je ne suis pas capable de subir cette attaque de panique, donc autant ne plus y aller du tout. Et tu as une crise d'angoisse par anticipation de la crise d'angoisse. Donc les attaques de panique, c'est un gros classique, et ça peut revêtir absolument tous les visages. Ça peut être la peur de vomir devant tout le monde,
ça peut être la peur de se faire pipi dessus, ça peut être la peur d'être rouge écarlate, donc ça rentre dans l'anxiété sociale, Ouais. ça peut être la peur simplement de faire une crise d'angoisse, ça peut être tout. Ça peut être absolument tout. J'ai énormément sur mon planning en ce moment de peur de vomir devant tout le monde, ou Ok. de peur de faire pipi ou de faire caca devant tout le monde. Et puis voilà, et puis tout le monde te regarde, tout le monde va se moquer de toi, et là ça aide pas. Le harcèlement, alors on a parlé des enseignants qui sont difficiles, mais on en parlait juste avant de mettre la caméra tous les deux. Il y a beaucoup d'enfants qui sont harcelés dans la cour de l'école par d'autres, donc que ce soit des enfants en surpoids, que ce soit des enfants qui ont des difficultés 10, que ce soit des enfants qui sont timides, des enfants qui sont un peu maigrichons, tout ce que tu veux. Il y a 1000 raisons d'être harcelé. Et l'enfance et l'adolescence, c'est quand même une période dure. Mm. Moi, je me souviens, je me dis putain, quand on était au collège et au lycée, on dit waouh, on a quand même survécu. En fait, on devrait avoir tous des t-shirts survivants du collège et du lycée, C'est parce que vrai. je me rappelle de certaines années, moi personnellement, on va parler de moi pendant 4 heures. La classe de seconde, je crois que c'était la pire année de ma vie. Tu passes du collège où tu es un grand et tu arrives en seconde où tu es petit. Et c'est l'âge où tu te dis, ouais, maintenant on va rouler des mécaniques, on va avoir des rapports sexuels, on va fumer et tout. Et la classe de seconde, il se passe tout au niveau du roulage de mécanique, au niveau des crises de l'ego de certains. Et en fait, si tu rentres pas dans le moule, t'es mort. Mais tout comme j'entends des gamins de 12 ans qui disent, si j'ai pas un string, je suis mort. Si j'ai pas le dernier truc à la mode, je suis mort. Mais en fait, tu es mort scolairement tous les 3 jours, en fait. Donc le harcèlement dans la cour de récré, c'est un très très gros classique. J'ai vu un nombre incalculable de gamins débarquer et les parents les ont changés d'établissement. Jusqu'à des gamins qui te disent qu'il y a 3 ou 4 personnes qui se sont mis contre eux pour une raison X ou Y, ça finit en baston, le gamin il se fait péter le bras par 3 ou 4 personnes dans la cour de récré, ça finit au directeur, ça finit au recteur d'académie, et il y a des gamins qui ont changé d'établissement comme ça 3 fois en 3 ans. Surtout qu'à cet âge-là, en fait, le monde, l'univers même en fait de l'enfant, c'est ce qui se passe à l'école. C'est pas tant finalement en fait le regard des parents. C'est lui ce qu'il veut, c'est l'acceptation en fait Ouais. par ses pairs. Et il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que nous maintenant on est des vieux, et les parents qui nous écoutent, vous êtes des vieux. Il y a un truc qu'on n'avait pas à notre époque, c'est qu'on n'avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, un gamin, quand on se faisait insulter dans la cour de récré, on se faisait insulter par 2 personnes, et personne n'était au courant. Il Oui. peut y avoir la rumeur. Maintenant, quand on se fait insulter sur Facebook, il y a 300 personnes qui sont au courant. Tu mets une vidéo sur YouTube, il y a potentiellement 50 000 personnes qui vont te dire suicide-toi dans la semaine. Ouais, et puis ça Donc, le les réseaux suit, sociaux. ouais, Et puis les gamins n'ont pas cette notion que quand ils marquent quelque chose sur les réseaux sociaux, ça fait une caisse de résonance. bien sûr. Quand je vois un petit jeune qui vient me voir, il a été exclu du lycée. Il y a 2 3 personnes qui ont été désagréables avec lui. Il a dit sur Facebook un truc super violent. Les parents ont fait une capture d'écran, les parents des enfants qui le maltraitent, hein. On fait une capture d'écran, ça a fini chez le directeur, ça a fini avec une main courante à la police. Donc le gamin, il est victime, et en plus, dans l'impulsivité, une forme de désespoir, il balance sur Facebook un truc qu'il devrait surtout pas écrire. Ça peut te poursuivre pendant des années. Donc les réseaux sociaux ont fait une caisse de résonance au harcèlement, participent au harcèlement, tu prends des photos, tu les balances à tous tes amis. Donc le harcèlement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dans les phobies scolaires parce que c'est un gros classique. Et bien évidemment, ça va aller vers la dépression très très vite. Il faut voir aussi qu'un gamin qui est harcelé, il y a un très grand pourcentage de chances qu'il n'en parle pas à ses parents. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas confiance à ses parents, ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise atmosphère familiale, ça veut dire que c'est très dur pour un adolescent de dire qu'il est impuissant, qu'il est fragile, qu'il ne sait pas se défendre. Il a la position de victime. Qu'il a la position de victime. Et les parents ne doivent pas se dire on n'a pas fait ce qu'il faut, c'est que c'est très difficile d'obtenir ce genre d'informations. Bien sûr. Il n'y a plus qu'à espérer que le gamin soit allé en parler à un prof qu'il aime bien et que le prof, évidemment, saisisse le directeur ou l'infirmière et que ça retombe dans les oreilles des parents. Mais le harcèlement aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il y a des campagnes nationales dans tous les pays sur ce qu'ils appellent le bullying et compagnie. Ça devient quelque chose d'extrêmement grave, qui était déjà grave il y a 20 ans, mais qui pour moi a pris des proportions phénoménales. Et le petit dernier, c'est tous les autres, parce que là j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai mis 8 cases, mais en fait on pourrait en mettre 25, parce que n'étant pas neuropsy, je connais rien aux pathologies neuropsy, mais tu rajoutes le TDAH, où le gamin il est dans la lune, donc tout le monde dit ah machin il est dans la lune. Les profs peuvent parfois, en n'étant pas informés, en rajouter une couche sur le fait qu'il est toujours dans la lune. Tu as les enfants qui sont au potentiel et qui sont en surdouance, qui s'ennuient très très vite. Et j'ai vu énormément de parents me ramener un gamin en disant voilà il travaille pas à l'école, aidez-le, pourquoi il travaille pas à l'école? Mais le gamin en fait il est sourdoué. Donc en fait il arrive en cours, il s'ennuie. Comme il s'ennuie, il travaille pas, parce qu'il a toujours été habitué à capter son cours en 15 minutes. Le soir, son intelligence fait qu'il ne développe pas de méthodologie de travail, donc le soir il ne travaille pas, donc il se tape des mauvaises notes, donc les profs sont sur son dos et le gamin à la fin il ne veut plus aller en cours. Parce que c'est devenu abominable pour lui d'aller tous les jours en cours et se faire engueuler. Tu as les dyspraxies, tu as les dyslexies. J'imagine que ça marche plus maintenant, mais je me rappelle que quand j'étais gamin, je me rappelle d'une gamine qui était humiliée tous les jours sans exception par une enseignante en particulier parce qu'elle inversait les lettres.
Tu penses bien que dans les années 80-90, la dyslexie, on ne savait pas trop ce que c'était. Mais la gamine, la prof repassait, l'humiliait devant tout le monde et lui faisait refaire. Tu vois, donc voilà, donc tu peux très vite rentrer, toutes les pathologies du 10, j'imagine, tu le sais mieux que moi, peuvent très vite rentrer dans la tête du gamin comme j'y arriverai pas, je suis un débile, on va encore m'embêter. Et je pense qu'on est, mais même toutes les pathologies, pas que les 10, les Gilles de la Tourette. Oui. Le gamin il a d'éthique. Alors l'éthique maintenant c'est vraiment rentré dans les mœurs. Souvent les parents vont voir le directeur et les enseignants. Mon gamin il a d'éthique nerveux. J'entends plus depuis très longtemps les autres enfants se moquer. C'est que le gamin il a d'éthique, les gens disent ah bah machin il a d'éthique, plus personne n'embête. Ça c'était plus gênant il y a 20 ans, maintenant moins. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi néanmoins du harcèlement par rapport au Gilles de la Tourette. Mais tu as plein de pathologies neurologiques comme ça où le gamin va très vite être victimisé. Donc voilà, tout ça c'est les phobies scolaires. Je mets un temps juste. Ouais, Alors oui. tu vas remettre oui, le petit Si les gens veulent prendre des le notes. PowerPoint qui a été ciselé. Qui a été préparé justement pour vous. C'est extraordinaire. Ouais. Vincent l'a noté à l'envers. Et ce qui m'intéresse, pourquoi j'ai mis toutes ces flèches-là, c'est que quasiment tous les diagnostics vont converger à un moment vers de la dépression. Un enfant qui est harcelé depuis pas mal de temps va faire une dépression. Un gamin qui subit la pression des profs, au bout d'un moment, va faire une dépression. Un gamin qui a des pathologies 10 ou neurologiques va, au bout d'un moment, par épuisement, tomber en dépression. Un enfant qui a des soucis familiaux va, au bout d'un moment, par usure, tomber en dépression. Donc, en fait, il n'y a aucun diagnostic qui ne va pas finir en dépression à un moment. La dépression, pourquoi? Par accumulation, par usure, par le fait que le gamin se sent impuissant, par le fait que les autres enfants ou les instituteurs en ont rajouté une couche. Et là, ça devient très vite problématique. Parce que là, tu ne peux plus traiter les TOC ou l'anxiété sociale ou le harcèlement, tu dois d'abord traiter la dépression. C'est pour ça que parfois, il ne faut pas hésiter en effet à donner un traitement médicamenteux. Et on a un autre souci qui est très important aussi, c'est que tous ces diagnostics vont tomber au bout d'un moment sur la compréhension de la famille. C'est que les parents, c'est normal, ne savent strictement pas ce qui arrive. Ils n'arrivent pas à mettre un mot. Ils vont arriver en disant voilà, il y a 2-3 trucs qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Le gamin lui-même ne comprend pas ce qui lui arrive, il sent vraiment qu'il est différent. Et les parents vont faire l'erreur classique, et là on ne peut pas leur jeter la pierre parce qu'ils n'ont pas les moyens de le savoir, c'est de se dire mais est-ce que tout ça c'est pas du mytho? Est-ce que c'est pas du caprice? Est-ce que c'est pas une tentative d'éviter les examens? Alors, un gamin qui tombe malade à chaque fois qu'il a un examen, oui, c'est un peu étrange. Mais ça n'empêche pas que ça peut être une angoisse de performance. Bien sûr, ouais, c'est que le gamin, il est tellement angoissé à l'idée d'avoir un blanc dans la tête, tellement angoissé à l'idée d'avoir une mauvaise note, qu'il a vraiment des manifestations somatiques d'angoisse ultra violentes la veille ou le matin même. Généralement, ces gamins-là, c'est quand même des gamins qui sont perfectionnistes. Ils sont très travailleurs, ils ont vraiment de l'angoisse. On voit qu'ils ont des symptômes d'angoisse, ils sont extrêmement consciencieux. C'est un peu différent du gamin où on sent très clairement, qui nous dit « Ah, j'ai de la fièvre, oh, je me sens pas bien », et qui est généralement pas des symptômes d'angoisse, mais plutôt des pseudo-crises de fièvre. Ces gamins-là, tu ne les verras pas travailler. Et puis, ils vont pas, ces gamins-là, se dire « Voilà, j'ai envie de rester à la maison pendant une semaine », parce qu'il y a un truc qui est très important, c'est que quand on fait croire qu'on a des phobies scolaires, on va plus à l'école, on voit plus ses amis, les journées sont quand même longues. Et au bout d'un moment, un gamin qui mitonne, qui fait un caprice, au bout de 2-3 jours, il va se dire, mais en fait, c'est encore pire que prévu. Ouais, c'est ça. Donc, tu verras jamais un gamin mitonner pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce que je vois, moi, de manière générale, c'est que les gamins, ils vont travailler à la maison, ils vont récupérer les cours, tu vas les voir travailler. Alors, parfois, s'ils sont tellement déprimés qu'ils n'arrivent plus à travailler, c'est pas parce qu'ils ne travaillent pas qu'ils mitonnent. Mais l'état dépressif peut entraîner ça. Mais tu vois que les gamins travaillent, tu vois qu'ils sont soucieux de rater leur année, qu'ils sont soucieux de savoir est-ce qu'on enchaîne avec le CNED et compagnie. Ils voudraient toutes les semaines pouvoir reprendre. Donc moi, le fait qu'il y ait des gamins qui seraient capricieux, je préfère qu'on mette ça à la poubelle, parce que le temps nous dira si le gamin essaye de mentir. Par contre, au niveau de la thérapie et au niveau du rapport avec les parents, partons toujours du principe que c'est un vrai problème. Que c'est un vrai problème si. C'est important. Là, Parce que si c'est un vrai problème si, le gamin ne se sent pas jugé par les parents, il ne se sent pas jugé par la famille, les instituteurs et le thérapeute, et là on peut travailler. Mais s'il y a dans l'ambiance un sous-entendu que c'est peut-être un caprice, si le gamin a vraiment une pathologie psy, là c'est foutu. Parce qu'il y a une rupture de confiance avec les parents, et voilà, tu ne peux pas faire d'efforts quand tu as l'impression, surtout quand tu es déprimé. Tu es déprimé, on te dit c'est du caprice. C'est le discours qui va renforcer ta dépression. Il ne faut pas oublier que le discours des parents, le discours de l'entourage, rentre dans le cerveau du gamin. Et oui. Et à la fin, le gamin il commence à tenir ce discours sur lui-même en disant « je ne fais pas d'efforts, je ne suis pas courageux », à croire que j'aime mon état, à croire que je me complais dans cet état. Donc moi, mon conseil, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours psy. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple, ça évite les soucis.
Donc la compréhension de la famille, c'est un gros classique. On n'est pas formé à savoir ce que c'est qu'un diabète, on n'est pas formé à savoir ce que c'est que la radioactivité, on n'est pas formé à la psychiatrie. Donc ce serait très étrange qu'on sache que c'est vraiment psy. Donc les familles, ne vous remettez pas en cause, vous faites ce que vous pouvez avec les moyens du bord, mais à partir d'aujourd'hui, partez du principe que tout est psy jusqu'à preuve du contraire. Sinon, vous avez une augmentation du risque dépressif. Obligé. Ok. Maintenant, j'ai fait un long monologue, mais j'aimerais quand même dire un dernier point qui est pour les parents. Je sais que c'est important pour les parents la scolarité, ils ont à cœur que les enfants réussissent, il y a du chômage, il y a des diplômes qui disparaissent, la vie va être dure dans les prochaines années. Ok, on s'en fout. Quand un gamin développe une pathologie psychiatrique, qu'il a des attaques de panique, des TOC et qu'il arrive à avoir un état dépressif, on se fout qu'il rate 6 mois de cours. C'est tout, on se fout qu'il rate 6 mois de cours. Parce que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va mettre en place pour qu'il retourne très vite en cours, ça va se retourner contre nous. Ça veut dire qu'on va pas attendre qu'un traitement antidépresseur fasse effet. On va dire au gamin, bah, ok, t'es un chouïa moins dépressif, tu retournes en cours lundi. Oui, mais le gamin ne peut pas retourner en cours lundi s'il est un chouïa moins dépressif. Il faut qu'il soit plus du tout dépressif. Parce qu'une fois qu'on a fait sauter l'état dépressif, qui est souvent l'état d'usure, d'un TOC, d'une attaque de panique, d'une phobie sociale, d'une pathologie 10, on a encore l'attaque de panique, le TOC, la phobie sociale et la pathologie 10 à gérer. Donc le gamin, on lui a retiré un sac, mais il lui reste encore un sac, qui est le deuxième diagnostic. Donc en fait, on brûle les étapes. Et si le gamin, pendant un mois, il n'est pas allé en cours, qui fait un nouveau test, et que là, ça ne marche pas, comment on va le motiver pour faire un troisième test? Donc à vouloir brûler les étapes au motif que les cours passent, il va rater son année, désolé, on se contrefout de la scolarité. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment avec les patients bipolaires, les bipolaires adolescents et les adolescents qui ont des TOC. Très honnêtement, un trouble bipolaire et une pathologie psychiatrique qui est mal soignée, c'est pas 6 mois que ça va prendre 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Donc très honnêtement, on n'est pas à 6 mois de cours près, on n'est pas non plus à 3 mois pour enclencher le CNED. Et si le gamin il a perdu 1 an de sa vie à cause de sa pathologie, on sait qu'en septembre prochain, il retournera en cours, mais il n'aura plus cette pathologie psychiatrique. Et il ne sera pas dégoûté de l'école, il ne sera pas dégoûté de la façon dont ses parents l'ont géré. Mais moi, en fait, je dis systématiquement aux parents, je dis, voilà, je comprends, et je m'en fous. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre de la scolarité, c'est le cadet de mes soucis. La pathologie psy, si son cerveau est construit comme ça, on va l'avoir très longtemps dans les pattes. Donc je ne sais pas si le gamin retournera à l'école dans un mois, je ne sais pas s'il retournera à l'école dans 2 ou 3 ans, et ce n'est pas ma priorité. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris à la fac, et que 15 ans, ça fait 15 ans maintenant, ça fait 15 ans que je travaille. 15 ans que je Tu gardes travaille. encore cette passion. Ouais, et puis je reste jeune. Hein. Ouais, je mets pas de carrément. crème, rien du tout. Non, non, c'est On naturel. dirait pas que tu as Ça que coule, 28 ans. ça coule, c'est chez le tribou. Ça. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris en 15 ans d'exercice professionnel et que j'ai appris à la fac, c'est que la thérapie ne s'inscrit pas dans le temps présent. On ne fait pas une thérapie en fonction du réel. Quelqu'un qui débarque en disant voilà, je suis un peu déprimé, mais mon mariage c'est dans 2 mois, ben désolé, on va pas faire la thérapie parce que tu vas te marier dans 2 mois. Ouais, mais là je suis un peu embêté, puis là dans 3 semaines, je prends un avion pour partir en Chine. La thérapie peut pas faire en sorte que vous allez guérir pour prendre un avion pour la Chine. C'est trop tard, vous allez débarquer avec 3 mois de retard. Donc moi, et tous les psys fonctionnent pareil, on ne fait pas une thérapie en fonction d'une échéance. Parce que sinon, dans notre logiciel, ce qu'on voulait mettre en place, on va le modifier par rapport à l'échéance que la personne nous rapporte. Et quand cette échéance, elle arrive, moi, mon protocole que j'ai appris et qui fonctionne, qui est validé scientifiquement, ce protocole fonctionne dans certaines conditions. Si on modifie les conditions, ça ne marche plus. Tu vois? Donc, en fait, moi, je ne veux plus me fixer quoi que ce soit qui va entraîner que mon protocole ne va pas marcher et que le gamin va être dans la merde. Donc, la rescolarisation, on la vise, on la veut, mais comme elle est dépendante de l'état d'anxiété, de TOC, de dépression, tout doit converger et être structuré pour la pathologie psy. Et une fois que la pathologie psy a disparu, normalement, de facto, par effet domino, la rescolarisation se met en place. C'est tout. Mais l'objectif, ça n'est pas que le gamin soit rescolarisé. Et donc, à nouveau, je comprends l'anxiété, l'angoisse des parents, mais on s'en fout. On s'en fout. Il vaut mieux un gamin pas malade, avec 6 mois de retard, qu'un gamin qui, pour faire plaisir, et des parents qui sont anxieux, ben on va griller le truc et on va l'avoir dans les pattes. Surtout que c'est ça, en fait, ça sera pas bon, ça sera loin d'être parfait le temps que l'enfant fera des efforts. Et comme tu le dis, ça va durer des mois, voire peut-être même des années, alors que finalement ça aurait pu être évité si on avait pris le temps de recentrer sur d'abord l'enfant et pas forcément sur l'école. Et puis là, il faut aussi qu'il faut qu'on soit stratège, c'est que quand on tient ce discours à un enfant, il peut vraiment se reposer. C'est que s'il ne va pas en cours pendant 2 mois,
il va pas en cours pendant 2 mois et tous les matins il se lève en se disant personne n'attend rien de moi. Alors que le gamin, qu'on lui dit, bah écoute, regarde comment tu te sens, et puis le thérapeute, il est d'accord, ce serait bien que toutes les semaines, on fasse un point de comment tu vas. Le gamin, le lundi, se dit, bon, t'es capable d'aller en cours le mardi? Donc il est angoissé le lundi, Ouais. à se mettre au test de ce que je veux cours le mardi. Bien évidemment, ça va pas. Parce que comme il s'auto-observe, il génère de l'anxiété. Puis il va voir qu'il n'y arrive pas. Donc il est en train de creuser sa tombe au niveau de la dépression. Et au bout d'une semaine d'arrêt, il n'a pas passé une semaine à se reposer. Il a passé une semaine tous les jours à se remettre en cause sur sa capacité à défier son angoisse ou sa Comme dépression. tu dis, on reste dans la compréhension de la famille, enfin on Ah reste oui. dans ce schéma-là. Il y aura éventuellement rupture de confiance entre finalement l'enfant et puis les parents. Donc ouais, non, ça mène rien de bon. Et ce que je dis souvent aux parents, je dis, regardez, vous comment vous fonctionnez? Vous avez un patron qui vous harcèle. Vous avez fait un burn-out. Si vous êtes en burn-out et vous faites un arrêt maladie pendant 2 semaines, votre médecin vous dit, je vous donne 2 semaines d'arrêt maladie. Un vrai burn-out, un vrai harcèlement professionnel, une vraie dépression sur le milieu de travail. Pendant 15 jours, tu ne fais que ruminer que dans 15 jours, tu vas Tu retourner vas au travail. retrouver. Tu passes pas 15 jours à te reposer. Pendant 15 jours, 14 jours de suite, tu ne fais que repenser au fait que la deadline va très vite arriver. Voilà pourquoi c'est super parfois de faire un arrêt maladie pour un mois. En disant au patient, je fais un mois, mais sachez que pour moi, ce sera 2, voire 3. Et là, le patient, quand il sait que pendant 1 mois ou 2 mois, il ne va pas mettre les pieds au travail et que potentiellement on va lui signer 6 mois, là, il peut, dès le lendemain de l'arrêt maladie, déjà se reposer et vraiment sortir de sa dépression. Ouais, c'est ça. Donc, dire on fait un arrêt maladie ou on fait une pause, mais on reste vigilant à comment tu vas, c'est l'exact opposé de ce qu'il faut faire en thérapie. Donc moi, je suis plutôt partisan de dire maintenant, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas rescolarisation. Après, il y a la cartouche. Mais le CNED, bah, le CNED, très honnêtement, même si c'est une bonne idée d'un point de vue administratif, renseignez-vous si vous voulez. Mais votre gamin, là, il est déprimé. Je ne sais même pas s'il a la capacité neurologique à se mettre dans le CNED. Si c'est pour lui rajouter un deuxième échec, parce que le CNED, tu renvoies des cours toutes les semaines, d'après C'est ce que ça, j'ai compris. ouais. Donc tu reçois des cours, tu potasses, tu renvoies tes cours par fax ou par courrier. Mais le gamin, s'il est vraiment déprimé, il a des problèmes de concentration, il a des problèmes de mémorisation, il a des problèmes d'attention. Les lignes, il n'arrive pas à les lire et surtout, il n'arrive pas à mémoriser. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, le gamin, tu le remets dans un état d'impuissance, donc tu continues à creuser au niveau de la dépression. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et donc vraiment, les parents, comme dit Kin Hux, coucou Kin Hux, il faut que les parents enregistrent que la priorité, c'est que l'enfant aille mieux. Et le scolaire, c'est après. Quand on va bien, le scolaire, ça roule. Quand on va pas bien, c'est même pas la peine. En fait, au niveau, si tu préfères de la pyramide, tu peux pas construire le toit si la dalle en béton fonctionne pas. Et la scolarité, c'est devenu l'enjeu de tout le monde. On s'en fout de la scolarité. Franchement, on s'en fout. On n'est pas 6 mois près. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un message extrêmement important à faire passer aux familles parce que, bon, malheureusement, c'est comme ça. Puis en même temps, on comprend encore une fois les parents. À la limite, j'ai envie de dire, tant que, même carrément, je vais dire jusqu'à ce que, ouais, on peut faire. Tant que les notes vont bien, l'enfant va bien, ou quand même tout va bien. C'est ce que souvent, en fait, on peut entendre. Puis c'est une fois qu'au niveau scolaire, ça ne va pas. Bah, d'ailleurs, en fait, c'est d'abord la répercussion sur les notes, ça ne va pas, c'est à ce moment-là en fait, qu'on commence à s'inquiéter sur le bien-être de l'enfant. On peut afficher plus pour la suite? Bien sûr, oui, parce que ça parle de ta crème anti-âge. Tu me donneras ta référence. Avant, je me fasse piquer au botox, parce que j'ai 40 ans quand même, tu sais. Mais non, t'as pas 40. Ah bah, tu sais, à 41, je me fais piquer Je au croyais botox. 28 ans, moi. Mais un bonjour, Cindy. Pims, fraise. Ah non, mais Cindy, mais pour toi, au début, on a montré tout ce qu'il y avait en fait, autour 48. On a montré tout ce qu'il y avait autour de la caméra comme nourriture, t'en fais pas. Il y a assez à manger pour Vincent. Donc, alors, tu nous as expliqué que donc déjà, alors, la terminologie finalement phobie scolaire, en soi, ça voulait pas dire grand chose. C'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Et donc, on a vu déjà tout ce qu'on pouvait fourrer sous cette terminologie de phobie scolaire. Tout en sachant que la plupart du temps, en tout cas, on tendait quand même vers la dépression. Ce qui avait de plus important, en fait, finalement, c'était une dépression à gérer. Que ce qui était aussi essentiel et que malheureusement ça pouvait jouer donc sur le bien-être de l'enfant, c'est la compréhension de la famille. C'est que bah, si derrière la famille ne soutient pas l'enfant qui est en souffrance, ça ne peut qu'alimenter un état dépressif. Je te retire ça parce que tu vas fatiguer au bout d'un moment. Oh, t'inquiète pas. Et voilà, du coup tu m'as coupé. Et que ça peut entraîner un état dépressif. Et que ça peut à cause de entraîner un état l'incompréhension de la dépressif famille. à cause de l'incompréhension de la famille. Et que donc ce qu'il y avait de plus important avant tout c'était le bien-être de l'enfant et que finalement c'est pas si grave que ça si l'enfant rate un mois de cours, 6 mois de cours, un an de cours. De toute façon mieux vaut en fait prendre ce temps-là
à se recentrer d'abord sur l'enfant parce que ça sera du temps gagné pour plus tard. Tout à fait. Alors que si on cherche à vouloir absolument remettre l'enfant dans son environnement qui lui était toxique, et ben en fait, soit l'enfant est d'apparence sympa et il accepte, mais finalement en fait on fait durer sur des semaines, des mois, voire des années un mal-être qui même en fait peut l'accompagner durant toute sa vie. Tu avais repris Ouais. l'exemple d'adultes qui vont dire ouais mais là par exemple je me sens pas bien, je manque de confiance en moi parce que je sais pas moi en classe de seconde la prof m'avait fait C'est ça. ça. Ouais. Ça arrive et donc mieux vaut en fait finalement se dire on fait un vrai break. Donc l'enfant en fait sort de son esprit tout ce qui concerne la scolarité, le temps de se recentrer sur lui-même, d'aller mieux. Et une fois que du coup ça ira mieux, à ce moment-là, on pourra reparler de nouveau de Tu scolarisation. fais des super résumés. C'est vrai? Ah ouais, Cool. franchement, c'est. On m'appelle le résumeur. Prends des chips. Je prends. Tu veux vraiment montrer que je suis nourri aussi. Est-ce qu'on passe aux questions? On passe aux questions. C'est vrai que là, pour le coup, il n'y a pas eu de questions. Des chips. Quand tu fais des PowerPoint, tu réduis le temps d'une heure au live. On va faire de Oui. l'heure en live en 5 minutes bientôt, tu sais. C'est vrai. Non, mais on mettra ton PowerPoint en commentaire. En image. Parce qu'effectivement, déjà, ton PowerPoint résumait quand même pas mal. Bah, moi, en tout cas, dans ma pratique, c'est sûr que je vois des enfants pour qui on peut s'interroger d'une éventuelle. Alors, phobie scolaire, encore une fois, c'est pareil. Je m'adapte là, en gros, en fait, au langage qui est tenu par les parents. Et la plupart du temps, ça va être, du coup, comme tu le disais, alors soit des enfants, par exemple, à haut potentiel, ou des enfants qui présentent un trouble 10. L'enfant à haut potentiel, bon, clairement, il s'ennuie en cours, il a cette boule au ventre tous les matins en se disant, je vais m'ennuyer encore toute la journée, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que la prof pourrait attendre de moi, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quand bien même, en fait, tu sois plus intelligent que les autres, Parce que là, de rien, c'est pas du luxe de s'ennuyer pendant 8 heures. non, Le mais temps est hyper long quand on s'ennuie. mais c'est ça, c'est terrible. En fait, c'est une vraie Tu vas te faire contrainte. engueuler en plus. Et puis c'est surtout que tu te dis, mais tout ce que j'aurais pu faire à côté si j'avais pas eu cette contrainte d'être à l'école. Parce que pour l'enfant, lui, ça tourne à 200 à l'heure et en fait, il a envie de produire, il a envie de faire quelque chose, il a envie d'être stimulé, mais ne le peut pas parce qu'il est obligé de passer ce temps-là en classe. Donc c'est extrêmement terrible et ça amène à ce que, bon bah voilà, l'enseignant dise l'enfant perturbe la classe, il n'est pas concentré. Et donc en gros, en fait, vis-à-vis des autres, de ses camarades et vis-à-vis de l'enseignante, il est en échec scolaire. Et, et en fait, bah, il a juste un retour négatif de la part des adultes et ça entraîne vers une dépression, vers une phobie scolaire. Non, la whisk, Alors, j'ai une question. Quand l'enfant, sur son bilan WISC, dans la partie anxiété, l'enfant montre un taux très élevé. Donc, il faut donc être plus attentif à l'environnement scolaire et social et attentif à tout changement de comportement. Bah, le problème de l'anxiété à la whisk, c'est tout et n'importe quoi. Il y a tout qui converge vers l'anxiété. Ouais. Ça peut être de l'anxiété parce que tu le mets en situation de performance. C'est une très bonne question. Ça peut être le cerveau qui est naturellement anxieux. Ça peut être tout en fait. L'évaluation, ne serait-ce que l'évaluation en elle-même, forcément, en fait, ça peut être anxiogène. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce qu'en tout cas moi j'observe. J'observe davantage d'anxiété chez les ados, voire les jeunes adultes et adultes, que chez les enfants. Parce que bon, bah, les ados, enfin les grands ados, les adultes, sont sortis normalement de ce qui est cette situation d'évaluation. Et les enfants, ils sont encore dans cette situation d'évaluation parce que bah, ils ont l'habitude avec les contrôles, avec les interros, à être évalués entre guillemets par l'adulte. Normalement, lorsqu'en fait on voit qu'il y a un taux assez élevé d'anxiété et que du coup ça devient extrêmement fatigable pour l'enfant, ça ne sert à rien de proposer une évaluation parce que ça ne sera pas passé dans des bonnes conditions. Donc, ce que je fais, c'est que bon, j'essaie quand même en fait de mettre vraiment à l'aise l'enfant. Donc, généralement, lorsqu'on peut, c'est vraiment d'abord un entretien d'anamnèse. Comme ça, il y a déjà un premier contact avec le praticien. On lui explique ce que c'est que l'évaluation. Bon, s'il est trop jeune, on ne dit même pas que c'est une évaluation, on dit que c'est des jeux. Lorsqu'il est un peu plus âgé, du coup, à ce moment-là, on peut utiliser le terme d'évaluation ou en cas des exercices. On lui explique ce que c'est, on lui explique que ça n'a rien à voir avec l'école, justement, qu'il n'y a pas de notes. Non, merci. Le mini pizza, c'est vachement bon. J'en mangeais quand j'étais gamin. Qu'il n'y a pas de notes, que ça n'a rien à voir avec la moyenne, ça ne sera pas pris en compte. Comme ça, déjà, l'enfant se dit, ok, bon, je sais que je ne vais pas être noté. Ensuite, donc la prochaine fois en fait, où on fait l'évaluation, on dit à l'enfant que c'est normal, ça va toujours du plus facile au plus difficile. Donc c'est normal si à un moment donné ça devient plus difficile. C'est parce que tout simplement c'est pour des enfants qui vont être plus âgés. Si quand même en fait on voit, parce que ça fait partie de son mode de fonctionnement, que l'enfant va être anxieux, à ce moment-là, mieux vaut arrêter. Je préfère en fait qu'un bilan se fasse, même ne serait-ce qu'un whisk, que ça se fasse en 2, 3 fois, 4 fois,
que en une fois, 1h30 ou 2 heures, ou même peut-être 2h30, mais que l'enfant soit super anxieux. Parce que les résultats ne seront pas au plus proche de la réalité de ses performances. Donc finalement, en fait, ça ne servira pas à grand-chose. C'est dommage. On aura gâché en fait un moment où il aurait pu être évalué pour tout ça parce qu'il était anxieux. Donc c'est mieux vaut en fait que ça se fasse tranquillement que en une fois 1h30 ou 2 heures. Et on est d'accord que l'anxiété à la whisk, tu vas voir qu'il y a de l'anxiété. Oui. Le problème, c'est que tu ne sais pas d'où vient cette anxiété. Cette anxiété, elle peut venir d'une pathologie anxieuse, elle peut venir du fait que le gamin il est perfectionniste, donc il a tellement l'angoisse de rater devant toi, qui est en train de chronométrer et prendre des notes, qu'il augmente son anxiété. Ça peut être une pathologie TDAH où en fait, comme il a des troubles de l'attention, il est obligé de forcer, donc il est anxieux parce qu'il sait très bien que sinon il va déconnecter. Ça peut être un état dépressif. Ça peut être mille choses. Donc on ne sait pas aujourd'hui d'où vient l'anxiété à la whisk. On va voir qu'elle existe, mais on ne sait pas du tout quelle est la source de cette anxiété. Comment? C'était quoi la question? En fait, on a au moins 200 ou 300 personnes devant nous là, qui sont en train de nous dire qu'on répond pas aux questions. Si ça ressort, qu'est-ce qu'il faut être vigilant? Ah bah oui alors. Oui c'est ça. Donc heureusement là il y a les 200 personnes qui sont en train de nous dire qu'on fait. Qui sont en train de nous dire qu'on répond pas à la question. 200 personnes qui bouffent des chips. Et que donc effectivement il faut être attentif à tout changement de comportement. Après alors le praticien lui en tout cas il pourra le faire ressortir hein, lors du compte rendu en disant bon comment en fait ça s'est passé le bilan. Je pense que le plus important c'est toujours en fait de voir jusqu'où peut aller le patient, jusqu'où peut aller la personne en étant dans de bonnes conditions. Après c'est intéressant aussi parce qu'on va avoir certains patients et ça fait partie finalement en fait du profil cognitif qui vont être capables de pouvoir gérer cette anxiété sans que ça joue sur leur performance. On va avoir aussi certains patients au potentiel qui sont capables justement de gérer cette anxiété-là et qui vont être au top de leur performance parce que ça fait partie de leur mode de fonctionnement. Donc on appuie sur coucou, ça fait coucou aux gens. Essaye. Ouais. Ah oui, ça fait coucou. On a fait coucou. Ah, c'est marrant. Pendant que tu parles en fait, parce que c'est hyper intéressant. Ah bah oui, mais moi je vais faire coucou. Allez, coucou à Sylvie. Coucou. Ah, c'est trop bien, je savais pas qu'on Je sais pas si j'ai répondu à la question de Sylvie. T'as vu cette impolitesse que j'ai parce que tu me écoutes religieusement quand je parle. Quand tu parles, j'en ai rien. Même carrément, je résume en fait ce que tu disais. Et tout. Non mais c'était avec le chat. La tasse licorne. Ah, c'est pas une tasse licorne. J'avais prévenu qu'il était en forme ce soir. C'est une tasse chat. Mais tu sais pourquoi? Parce que ça fait. Il paraît que c'est un manga pour les gamines, mais en fait, c'est mon côté. Non, mais c'est quoi la dernière fois que t'as fait un Eurolive? C'est que ça fait super longtemps. Bah voilà, mais ça fait super longtemps, c'est pour ça. Mais bon, le prochain, ça sera donc en décembre sur la dépression. Ouais, ça va être bien. Celui-là, il va être pas mal, ouais. Il va être pas mal. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu correctement à Je sais pas, on peut faire le poirier si tu veux. Mais ah, si, j'ai bien compris, super. Faut pas si on fait le poirier, peut-être qu'on aura au moins 200 personnes en plus. Mais je pense. Ouais, mais ça va être. Ouais. En plus, je sais même pas quelle heure il est. Je sais pas. Les 200 personnes du public. On n'arrive pas à voir. Ah, on reste un petit quart d'heure. On a un petit quart d'heure à accorder encore. Ouais. Là, je voulais faire une parenthèse qui n'a aucun rapport. Non, mais n'empêche, alors après, pour ceux qui vont revisionner, bon, je pense pas qu'ils vont arriver jusque-là, mais en tout cas, il faut quand même regarder la présentation de Vincent qui était extrêmement intéressante sur la terminologie phobie scolaire. Un truc très intéressant, souvent les parents disent mais qu'est-ce qu'on fait avec la gestion des téléphones portables, des écrans et compagnie? Ah oui, oui. Alors, que le téléphone portable jusqu'à minuit soit une aberration, c'est un fait. Que le iPad jusqu'à minuit soit une aberration, c'est un fait. Parce que le téléphone, il flash la rétine, donc il excite le cerveau, donc on ne peut pas s'endormir. Donc c'est bien qu'il soit coupé 1 heure avant l'heure d'aller au lit. Mais ça va entraîner des insomnies. Ça ne va pas entraîner que le gamin il va subitement faire une dépression ou faire des crises d'angoisse et compagnie. Donc le seul problème des écrans, enfin de ma modeste expérience, c'est le problème des insomnies. C'est pas le problème d'une phobie scolaire. Donc faisons pas une fixette sur ça. Le deuxième point que je voulais soulever tout à l'heure, c'est que si votre enfant il a un problème de phobie scolaire et qu'il se retrouve à la maison toute la journée, c'est pas en lui retirant les iPads, les téléphones, les ordinateurs et la téloche qu'il va plus vite retourner à l'école. Oui, mais il regarde toute la journée la télé, est-ce que du coup ça va pas l'entraîner à se dire ah, mais finalement c'est comme si j'étais en vacances toute la vie, je vais continuer à être malade? Non, non, parce que je pense qu'entre la télé et une crise de toc ou des lavages de mains pendant 2 heures, le choix est très vite fait. Il préférait ne pas avoir une pathologie psychiatrique. Et la deuxième chose, c'est qu'une journée, c'est très long. Tu te lèves le matin à 8h, tu vas te coucher à 22h, pendant des heures et des heures et des heures, si tu n'as pas la télé, tu n'as pas ton téléphone, c'est un mouroir. Donc c'est pas pour rajouter ce truc-là en plus, c'est la double peine pour un gamin qui est malade. Et puis en fait, il faut partir du principe que normalement, s'il n'y a pas de problème,
l'enfant veut aller à l'école en fait. Parce que l'enfant veut être avec des amis, veut être avec ses camarades, veut avoir la même vie que les autres personnes de son âge. Il veut aussi être au fait de l'actualité des enfants ou des adolescents. Il veut aussi montrer ses jouets. Il veut aussi... Il veut aller sur ta page Instagram. Donc en fait l'enfant ne veut pas normalement en fait rester à la maison. Il va finir par s'ennuyer et même en fait je vais aller même plus loin. Entre passer une journée à jouer à la PS4 et le fait d'être à l'école avec ses amis, il préférait en fait être avec ses amis, On est être à bien l'école. d'accord, bien Il sûr. a envie aussi de dire des choses dans le dos des profs. Il a envie en fait de faire tout ça. En fait il a envie d'avoir sa vie d'enfant avec les autres. Donc finalement en fait effectivement tu fais bien de le dire, le privé de confort à la maison, c'est inutile et c'est terrible, ça n'arrange pas les choses. Et j'aimerais rajouter un point, c'est qu'il faut qu'on arrête avec la PS4. Déjà, la PS4, elle est vachement bien. Alors, attends, Beaucoup mieux que la Xbox One. avant ça. Ouais, ouais. Non, mais ça, Non, juste parce que tu sais, t'as parlé des téléphones, t'as parlé des PS4. téléphones. Ouais, je sais. T'as parlé des téléphones. En fait, le problème aussi, c'est que par exemple, j'ai le retour des adolescents. Ils disent, ouais, mais on a un groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp et en fait, tout le monde parle dessus jusqu'à 2h, 3h du mat. Et du coup, en fait, franchement, c'est un peu comme nous à l'époque, MSN ou Caramel et tout. Bah, en fait, si on n'était pas dans ce mouvement-là, on allait rater, en fait, on allait passer à côté de quelque chose. Donc après, à ce moment-là, je pense qu'en fait, il faut communiquer. Les parents et tout doivent communiquer avec l'enfant, doivent expliquer les choses à l'enfant. Maintenant, il faut aussi entendre ce que les enfants ont à dire parce qu'il faut aussi se mettre à leur place. Ça, c'est extrêmement important. C'est que non seulement il faut les écouter, mais il faut aussi se mettre à leur place. Et encore une fois, un enfant, un adolescent, lui, sa vie, c'est ses amis. C'est Bien sûr. pas ce qui se passe à la maison, normalement. Et c'est s'intégrer. Voilà, c'est ça. C'est l'image qu'il renvoie aux autres, donc en gros, ses camarades de classe, et s'il est bien ou pas dans ce milieu-là. Donc si ça lui pose vraiment problème, finalement, de ne pas pouvoir discuter avec ses camarades de classe jusqu'à 2h du matin, c'est qu'alors c'est un problème plus général. Et là, à ce moment-là, en fait, il faut voir ça en fait avec l'enfant, mais pas forcément, je pense, en tout cas, prendre une décision comme ça sans Bah, discuter. du moins, il faut fixer une limite sans dire que derrière c'est dérisoire ce qu'il fait. Oui, c'est Il y a ça. un truc qu'il c'est faut ça. voir, c'est que Faut pas dénigrer non plus, c'est que minimiser on les. a vieilli, et comme on a vieilli, on a 40 ans, on a un peu oublié comment on fonctionnait quand on avait 14 ans. Tu as 40 ans, hein. Pas Wow. moi. Mais moi, je me rappelle quand j'étais gamin, tout le monde portait du Waikiki. Alors, ça vous paraît très lointain, mais il fallait que tu aies du Waikiki, il fallait que tu aies du Benetton, il fallait que tu aies du Chevignon, il fallait que tu aies les derniers Nike Air où quand tu appuies sur le bordel, là ça gonfle. Et en On voit fait, que t'as 40 ans. tu étais obligé. Attends, et après, on a eu après les toilettes à la maison et la télé en couleur. Mais attends, j'ai connu la télé en noir et blanc, tu déconnes. Mais J'ai connu les forfaits 30 SMS. tu vois, et c'est ça qu'il faut voir, c'est que nous, à l'époque, on ne pouvait pas s'extraire de ça, ou avec grande difficulté. Et 20 ans après, on dit aux gamins, non, mais il faut que tu sois au-dessus de ça. Mais c'est facile quand on a 40 ans de dire, faut que tu sois au-dessus de ça. Nous-mêmes, on était complètement victimes Mais de c'est ça. ça, bien Donc, sûr. on a tendance à très vite oublier. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps aussi, je vois des parents. Le gamin, il est déprimé parce qu'en fait, bon, il a une copine à l'école, il est tombé amoureux. Finalement, la fille veut plus lui adresser la parole, donc c'est dur pour lui de la voir tous les jours. Et la mère me dit, ouais, mais il faut qu'ils comprennent aussi que bon, les peines de cœur, ça arrive. C'est sa première copine de sa vie. Et moi, au bout d'un moment, j'ai dit à la maman, alors on va croire que je suis dur avec les parents. Non, je suis pas dur avec les parents, mais il y a un moment quand même, faut remettre les choses dans le contexte. Ouais. J'ai dit, madame, vous vous rappelez de votre premier amoureux? Elle me dit oui. Je lui pose la question devant son mari en plus. J'ai dit, et vous vous rappelez de votre première rupture amoureuse? Elle me dit oui. J'ai dit, est-ce que ça vous fait encore mal au cœur quand vous y pensez? Oui. C'était il y a combien d'années? Oh, il y a plus de 25 ans. Wow. J'ai dit, bah voilà. Donc si 25 ans après, ça vous fait encore du mal quand vous y pensez, lui, ça fait il y a 2 semaines. Donc vous ne demandez pas à un gamin de 16 ans qui est complètement Mais non, c'est immature, ça, mais oui. il y a là, je retourne à l'école et c'est comme si la fille, elle est en cours avec lui. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans, on avait exactement les mêmes problèmes et qu'à 20 ans, on aurait aimé beaucoup plus de soutien. Et surtout, on peut entendre, je dois faire des efforts, on peut entendre, tout ça c'est superficiel. Mais il ne faut pas considérer que c'est dérisoire et idiot. Non, c'est ça. Parce que ce exactement. sont les codes de l'intégration. Oui. Et aujourd'hui, il y a une force de frappe qui est pire qu'il y a 20 ans, c'est que si tu refuses les codes de l'intégration, le retour de manivelle, il est disproportionné par rapport à il y a 20 ans. Et surtout, alors après ça, je pense aussi, en fait, c'est ne pas forcément s'étonner ou de surréagir par rapport au vocabulaire des adolescents. Parce que ça peut arriver, par exemple, qu'un adolescent dise je te hais, je veux plus jamais entendre parler de toi, T'es une pouki. T'es une pouki.
c'est pas grave, en fait, c'est normal. Lui, Ouais. il l'exprime avec ses mots, il l'exprime comme lui il le ressent. Et finalement, en fait, c'est normal qu'il utilise le mot, enfin, le terme de haine. C'est pas pour autant en fait qu'il a vraiment une haine profonde. Et quand bien même en fait il l'aurait, bah lui il ressent les choses comme un adolescent en fait le ressentirait. Après, je voudrais revenir sur la PS4 tout à l'heure parce que j'ai pas terminé. Ah, il y a une Euh, question. euh, Tu peux poser la question. sur la question de la PS4, c'est que faut pas faire une fixette sur les jeux vidéo. Comme les jeux vidéo, c'est criminel, c'est horrible. Ah ouais, non, Je ouais. me rappelle d'une maman qui me dit oui, la gamine elle est constamment sur la Nintendo DS. Moi à son âge, j'allais lire Victor Hugo et je sortais. Très bien. Si c'est votre truc de lire Victor Hugo, moi ça n'a jamais été mon truc. Mais la majorité des gamins aujourd'hui, désolé, ils sont nés avec une console dans les mains. On va leur dire quoi? Tu abandonnes la PS4? La PS4, aujourd'hui, je préfère 1000 fois qu'il joue à la PS4 pendant 5 heures plutôt qu'il soit dans son lit à ruminer. Je préfère qu'il joue à la PS4 plutôt qu'il soit Mm. dans le canapé à rester en dépression. Alors oui, ce serait mieux s'il sortait, mais il va sortir pendant 15 minutes pour faire quoi? Ses copains sont à l'école. Ah bah il va m'accompagner au magasin. Mais pour faire quoi? Il va être à côté de son père ou de sa mère, à aller faire les courses à Auchan, à pousser le caddie, ça l'intéresse pas. Et il faut voir qu'aujourd'hui la PS4, ou la Xbox One, ou on va citer toutes les marques, ça stimule beaucoup plus son cerveau c'est parce ça. que c'est quand même c'est ultra complexe. Attends, c'est plus Tetris. T'as je sais pas combien de boutons à faire, faut faire polytechnique pour arriver à gérer un jeu maintenant sur PS4. Son cerveau il est beaucoup plus Il y a stimulé des par un jeu PS4 que par rester au lit ou lire Proust. Et le gamin quand il est déprimé, il n'a pas les capacités cognitives à faire de la lecture. Donc faut arrêter avec cette fixette sur les promenades. Non mais c'est hyper important. Ah ouais, C'est hyper important. Faut arrêter de C'est croire des que trucs quand à on est rajouter. déprimé, on peut bouquiner un bouquin de 400 pages. Bien sûr que non. Évidemment, il y a des bienfaits à la console. Parce que déjà, ça permet en fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui y jouent aussi. Donc, ça permet de pouvoir justement intégrer un groupe ou en tout cas de pouvoir se faire des amis. Ça stimule le cerveau. C'est Euh, des opérations complexes, hein, la console de jeu. C'est complexe. c'est complexe, on peut être performant là-dedans et parfois ça fait pas de mal d'être performant dans quelque chose lorsque dans le reste on n'est pas forcément super bon. Ça devient problématique selon moi lorsque ça devient un refuge. Lorsque finalement en fait ça permet lorsqu'on reste que là-dedans et qu'on laisse de côté le reste, à ce moment-là ça devient problématique Mais et on est ça peut d'accord qu'il y a un devenir. diagnostic derrière. La Oui, console ne oui, oui. génère pas dans ton Non, non, cerveau non, non, que tu... non, tu la as console de en base elle-même un n'est pas un problème. problème. Oui, bien sûr, la console en elle-même n'est pas un problème. Et ça devient par contre aussi problématique à partir du moment où il va y avoir trop une différence entre le rythme qui va être demandé lorsqu'on joue à la console et lorsqu'on va avoir du mal à suivre le rythme qui est imposé en cours. Parce que c'est pas du tout le même. Mm. Et du coup, forcément, bah, lorsqu'on joue à la console, ça va super vite. On apprend en fait Mm. à répondre à un stimulus assez rapidement. Et du coup, c'est pas du tout en fait ce rythme-là qui est demandé en cours. Et en fait, on peut très vite se dire, bah, je m'ennuie, je décroche, parce que finalement, en fait, il y a pas cette stimulation. Et à ce moment-là, ça devient aussi problématique. Mais ça, c'est pareil, on en discute avec l'enfant. Et je pense qu'avant de le priver de quoi que ce soit, mieux vaut aussi lui proposer quelque chose d'intéressant. Donc, c'est pas juste arrête de jouer à la console. Parce que bah, l'enfant, c'est normal, c'est un enfant, il a envie quand même de faire quelque chose, il a besoin en fait de faire Et quelque puis, chose. et puis, à nouveau, je jette pas la pierre aux parents, mais ces parents-là ne lisaient pas Proust 6 heures d'affilée le week-end quand ils étaient chez leurs grands-parents. Non. Ils avaient déjà, parce que les consoles ça existe depuis très longtemps, ils étaient eux-mêmes déjà sur des consoles. Ou s'ils n'étaient pas friands de consoles, ils étaient au foot avec leurs potes, ils étaient au cinéma, ils jouaient à la Barbie, ils jouaient au Polly Pocket, si tu as eu la chance de connaître les Polly Pocket. Donc J'ai connu, j'ai pas joué. peut-être que maintenant, à 40 ans, on est devenu beaucoup plus friand d'un bon roman. Mais quand on avait 15 ans, un roman, ça nous tombe des mains. Mais à nouveau, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il va concernant- falloir retenir de ce neurologue? Que la- C'est que Vincent a 40 ans. que j'ai 40 ans et que j'adore la PS4. Ouais. Mais moi, je pense qu'en effet, c'est un gamin qui va me dire moi, je joue aux Sims toute la journée. Écoute, si ça lui permet de ne pas ruminer. Parce qu'il n'y a pas de mystère, un cerveau qui n'est pas occupé, c'est un cerveau qui rumine. Quand tu rumines, tu as grave un état dépressif. Ouais. Moi, ce qui m'interroge, ce qui m'intéresse surtout, je me contrefous qu'il fasse des sorties. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est qu'il ne soit pas plus dépressif que prévu. Là, on va faire un coucou aussi à Karine Marie. Est-ce qu'on peut remonter? Il y avait plein de questions. Il y a plein de questions. Ah Les oui, clubs Club Dorothée, Dorothée, les clubs évidemment. Dorothée, c'était un Mais autre c'était calibre que génial. Hanouna, un club Dorothée. Dorothée, Ah. si tu nous entends. Alors, Tu sais qu'est-ce- que Ariane est morte il n'y a pas longtemps? Non, je savais pas. Ariane. Ah bah attends, il faut que les Je ne gens savais mettent pas. des petits cœurs à fond là. Ariane, la présentatrice du club. Tu as C'est connu le vrai? club Dorothée? Oui, je connais Celle Club qui chantait Dorothée. Ouais. Dragon Ball Z et Ah ouais, tout. Elle est morte ouais. il y a 6 mois. Dragon Ball Z. Alors, c'est quels un sont vos pan de ma conseils en cas de déscolarisation pour les parents? Quel programme quotidien les parents peuvent-ils mettre en place afin que leurs enfants se sentent mieux au quotidien? Bah moi j'irais à discuter avec le thérapeute.
Parce que le programme, il est Que ce soit dépendant, encadré, en fait, dépendant ouais. du diagnostic, il est dépendant de plein de choses. Le gamin qui est super dépressif, on lui mettra pas le programme de quelqu'un qui n'est pas dépressif. En fait, qu'est-ce qui a amené à une déscolarisation et puis s'adapter Voilà. finalement en fait à ça et puis à la réalité aussi hein, au quotidien Et hein, puis parce j'ai que envie de vous dire, Sandrine, le programme que vous mettrez en place avec votre gamin, vous aurez beaucoup plus de difficultés à lui faire avaler que si vous avez rencontré un thérapeute et vous avez négocié tranquillement, avec beaucoup de bienveillance, sur ce que le gamin se sent capable de faire. Quand le gamin il est vraiment très dépressif, qu'il se lève le matin et qu'il se douche, parfois c'est difficile. et limite j'ai envie de dire alors mieux vaut effectivement en fait que ça passe par un thérapeute qui lui peut-être va pouvoir en tout cas de façon officielle imposer ce cadre et que les parents en fait gardent un peu cette posture normalement de bienveillance Tout à fait. et au moins comme ça en fait l'enfant si jamais en fait il ne se sent pas bien et si même si par exemple le thérapeute ce qu'il propose bah, ça ne convient pas à l'enfant parce que ça peut arriver hein, le thérapeute va proposer quelque chose l'enfant n'adhère pas en fait à ça mieux vaut en fait qu'il se repose du coup après sur les parents donc encore une fois toujours préserver cette relation de confiance entre le parent et puis l'enfant. Donc c'est dépendant du diagnostic, c'est dépendant de la gravité et de l'intensité du diagnostic, puis c'est dépendant de aussi est-ce qu'il faut un médicament ou pas. Oui. Parce que si tu veux faire un planning sur un gamin qui aujourd'hui a besoin d'un antidépresseur et ne l'a pas, bah et tu mets le gamin dans l'impuissance et les parents se sentent aussi dans l'impuissance. Donc arrangez-vous toujours pour ne pas vous sentir dans l'impuissance en tant que parent. Non, et la meilleure ça, chose ouais. c'est d'aller voir un thérapeute. Voilà, moi j'ai un problème aux dents, je vais voir le dentiste, je réfléchis même pas à ma capacité à pouvoir gérer mes caries tout seul comme un grand. Très important par rapport aux médicaments. Est-ce qu'on peut ou pas rassurer alors peut-être les parents parce que alors ça c'est pareil, hein. On comprend que forcément en tant que parent, bah, si on peut éviter les médicaments à notre enfant, on lui évite de prendre les médicaments. Mais parfois on n'a pas le choix. Alors même si effectivement en tant que parent vous avez toujours le choix parce que c'est vous qui prenez la décision ou pas de donner les médicaments finalement en fait à votre enfant. Mais lorsque le médecin conseille aux parents que l'enfant prenne tel ou tel médicament, il faut comprendre que c'est plus une béquille qu'autre chose. C'est plus le temps que ça aille mieux, le temps que l'enfant soit peut-être un petit peu plus réceptif aussi. Parce que nous, adultes, on voudrait lui faire comprendre que finalement, en fait, un médicament pour la vie. Donc parfois, il vaudrait mieux quand même passer par ce médicament-là, simplement pour apaiser, calmer l'enfant et le rendre plus réceptif que de le laisser sans médicaments et à ce moment-là l'enfant en fait sera encore perdu. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner mais simplement que ça pourrait prendre un petit peu plus de temps. Est-ce Donc, que les gamins sont la majorité des cas ok pour prendre des médicaments? Parce oui. qu'il y a un truc qu'il faut voir, c'est que le gamin il est en souffrance. Et le gamin il sent au bout d'un moment qu'il va pas réussir à faire. Si le gamin sent que ce qu'on lui demande est trop dur, il faut lui donner le médicament pour que les exercices de thérapie puissent être faisables. Une fois que les exercices de thérapie sont mis en place, on va diminuer les médicaments, il ne va pas les garder pendant 150 ans. Mais souvent les parents ils ont un problème avec les médicaments. Ils sont anti-médicaments. Et quand on est dogmatiquement, après j'ai compris qu'il y avait l'histoire de la dépakine, le médiator, j'ai compris, mais on n'est pas dans ce débat-là. Là on parle des molécules qui sont installées depuis très longtemps et sur lesquelles on n'a pas de problème. Et en tant que toi, neuropsy et moi psychologue, de toute façon, on ne donne pas de médicaments. Donc on n'est pas partisan et on n'est pas payé par les laboratoires. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'un gamin, quand il demande un médicament et que les parents refusent, on est payé par PIMS. C'est que les parents ont juste oublié un truc, leur dogmatisme sur les médicaments. C'est pas eux derrière qui vont devoir gérer la thérapie du gamin. Et si le gamin il est embourbé, c'est lui qui est embourbé, c'est pas les parents. Donc évidemment, moi je dis, facilitez la vie à votre gamin. Ouais, mais si on découvre dans 15 ans qu'il y avait un problème. D'accord. On a ce risque de découvrir dans 15 ans que le médicament pose problème. Sauf que là, pour l'instant, là, tout de suite, maintenant, le gamin il est dans la merde. Donc il faut quand même qu'on agisse. Et si on réfléchit toujours à ce qu'on va découvrir dans 15 ans, bah, voilà, bah, arrêtons de boire de l'eau, arrêtons de courir dans la rue, arrêtons de manger de la confiture, arrêtons tout à ce moment-là parce que tout est potentiellement dangereux. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire quand je vais chez mon médecin, bah, je vais lui faire confiance. Et je ne vais pas aller vérifier derrière dans Google. Et pourtant, on bouffe des médicaments toute l'année. Mais il y a un truc sur les psychotropes, c'est quand même, il y a un truc avec les psychotropes, c'est la notion de mon gamin va devenir dépendant. On n'est pas dépendant aux médicaments. On n'est pas dépendant à un antidépresseur. L'antidépresseur, il régule dans le cerveau les neurotransmetteurs. On n'est pas dépendant. On peut être dépendant des anxiolytiques, mais si le gamin ne va pas bien, on ne va pas lui donner des anxiolytiques, on va lui donner plutôt des antidépresseurs. On ne devient pas dépendant d'un antidépresseur. Mais j'ai entendu des gens me sortir des trucs dans Internet, sur Doctissimo et tout, sauf que ce qu'ils lisent dans les forums, ce sont souvent des gens qui eux-mêmes sont bourrés de préjugés. Ils m'ont toujours pas sorti une étude, boum, avec tel truc. Et j'aimerais quand même, si on a 5 minutes, j'aimerais vraiment ce truc-là. Parce que c'est un truc qui arrive très souvent, avec, quand tu bosses en psychiatrie, des conséquences qui sont graves. Donc je sors du débat en restant dedans. Il y a de temps en temps des papiers qui sortent comme ça dans Internet sur, voilà, tel médicament, ça provoque l'autisme. Ce qui me fait bondir, parce que l'article qu'on va voir dans Internet, c'est un journaliste à la con, qui prend une étude qu'il ne comprend pas, et il va faire un papier autour. Le problème, c'est que ça fait une caisse de résonance, ce genre de machin.
Et les gens après vont arrêter leur traitement. C'est pas le journaliste derrière qui va aller récupérer les patients qui font un sevrage médicamenteux et qui se retrouvent aux urgences. Ok. Quand tu prends l'étude en question, je me rappelle de cette étude, et c'est important que les gens là du Neurolive écoutent ça, parce que ça vous concerne aussi. Un patient qui me ramène une étude, une femme qui prend des antidépresseurs pendant sa grossesse, entendons-nous, il y a des antidépresseurs qui sont interdits pendant les grossesses, et il y a des antidépresseurs qui ont montré leur absence totale de nocivité pendant la grossesse. Cette femme sous antidépresseurs a 80% de chance ou de risque d'avoir un enfant autiste. Si on résume, ça veut dire qu'il est quasiment impossible de ne pas avoir un enfant autiste. Tu es condamné à avoir un gamin autiste quand tu prends ce médicament-là. Moi, je trouve ça étrange. Je vais cliquer sur l'article scientifique américain. L'article américain, tu passes, j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, d'un risque de 0,21 quand tu n'as pas d'antidépresseur à 0,38 quand tu en as un. Passer de 0,21 à 0,38, c'est bel et bien une augmentation de 80%. Mais tu passes pas de 0 à 80%. Non, tu passes de 0,21 à 0,38. Le journaliste, il a vu derrière l'augmentation statistique, il produit un papier, 80% de chance d'avoir un enfant autiste. C'est ce genre de conneries qu'on va voir dans Internet qui va provoquer qu'on a des gens qui arrêtent leurs médicaments et qui se mettent en danger, des bipolaires qui vont aussi potentiellement faire des tentatives de suicide à cause de ce problème-là, et des parents qui vont refuser qu'un enfant soit sous médicament alors qu'aujourd'hui on a un problème dépressif, et un problème dépressif ça peut conduire à une tentative de suicide. Et moi je préfère que le gamin il soit 6 mois sous médicament plutôt qu'il soit suicidaire et qu'il finisse à l'hôpital. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas éviter tous les dangers. Mais aujourd'hui, dans ma pratique, un gamin qui a des pensées suicidaires, c'est plus dangereux qu'une étude qui va tomber dans 20 ans qui va nous dire que tel médicament va peut-être faire qu'il va y avoir un souci. Voilà, parce que tout est un souci. Et les parents qui te tiennent ce discours, et à nouveau, j'ai rien contre eux. Parfois, le papa, il allume sa clope en sortant de ton cabinet avant de conduire. Donc, de quoi on parle, ok? Parce que la clope, c'est clairement dangereux pour la santé, ok? Le sucre, c'est clairement dangereux pour la santé. Donc, on ne peut pas avoir une bouteille de coca dans le frigidaire, fumer des clopes et derrière bugger sur un médicament quelconque qui va faire que ton gamin va peut-être éviter un passage à l'acte suicidaire. Voilà, c'était la parenthèse. Non, mais ça me paraît super important parce que c'est tous les jours qu'on va devoir retomber là-dessus. Après, à nouveau. C'est sûr qu'on a quand même plus des parents qui vont être réfractaires au fait de donner un médicament, enfin, dans le cas de, de donner un médicament à leur enfant, que des parents qui vont dire oui, volontiers, mettez-le sous médicament. Et c'est là qu'il faut faire confiance aux neuropsychiatres. Après, il y a pas aux neuropsychiatres, aux pédopsychiatres. Après, il y a beaucoup de pédopsychiatres qui ont tellement peur d'avoir un procès qu'ils ne donnent plus du tout de médicaments. Ouais. Et c'est un peu problématique parce que le gamin, après, il patauge. C'est-à-dire que ce psychiatre, est-ce qu'il pense fondamentalement que le gamin veut un médicament? Je suis sûr qu'au fond de lui se dit oui, ce gamin veut un médicament. Mais derrière, c'est compliqué. Mais comme tu as des parents qui sont divorcés, tu as la maman qui est pour les médicaments, le papa qui est contre, et c'est un enfer au niveau des prescriptions. Le gamin, il est pris en étau, et là, tu te retrouves avec prends le médicament, je suis en sevrage, prends le médicament, je suis en sevrage. C'est infernal à gérer. Donc, cette question des médicaments, elle va de toute façon tomber à un moment dans le cadre des phobies scolaires. Donc idéalement, en fait, il ne faut pas hésiter en tant que parent à partir un peu à la pêche aux informations parce que donc l'enfant, l'adolescent, forcément en face, va avoir du mal à pouvoir bien exprimer ses ressentis, ses sentiments par rapport à tout ce qui peut le déranger autour de la scolarité. Donc c'est aux parents finalement en fait de partir à la pêche aux informations, même ne pas hésiter à échanger avec les enseignants, avec éventuellement le prof de guitare ou le prof de judo aussi pour voir un peu quel est le comportement de l'enfant lorsqu'il est en dehors en fait de l'école, tout simplement pour voir aussi comment ça se passe d'un point de vue plus global sur le plan psychologique. Et puis par rapport à cette question de médicaments ou en cas ne serait-ce que de thérapie ou de prise en charge, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on échange, on communique avec les parents, avec le thérapeute, avec les enseignants, peut-être si les enseignants prennent des nouvelles, et surtout avec le principal concerné, donc l'enfant ou l'adolescent, pour savoir un peu comment on fait pour avancer, pour que les choses s'améliorent. On recentre sur l'enfant, sur le bien-être de l'enfant, et on met tout le reste un peu en stand-by, parce que ce qui compte, ce qui passe en priorité, c'est le bien-être de l'enfant. Et puis il y a des interlocuteurs qui s'appellent les associations. Les associations, quand vous ne savez pas trop, rentrez en contact sur Internet avec les associations de parents, ils auront une réponse à vous donner parce que ces gens-là sont des usagers de la psychiatrie depuis très longtemps. Je pense à l'AFTOC. L'AFTOC, ça existe depuis maintenant 25 ans. Sur la question des médicaments, l'AFTOC te dira évidemment, on va faire autrement. Ouais. Je ne sais pas ce que pensent les associations de parents d'enfants TDAH, mais je connais rien. Je ne suis pas sûr qu'ils soient contre la Ritaline. Parce qu'évidemment, je ne sais pas comment tu fonctionnes avec un gamin qui n'a pas de Ritaline. Alors peut-être qu'on nous dira dans 20 ans que la Ritaline pose problème. Dans les années 90, on disait déjà que la Ritaline allait faire vous étiez toxicomane à 25 ans. Ceci dit, avec le recul, je ne suis pas sûr que ce soit ça. C'est peut-être justement les gamins qui ont été mal soignés qui sont aujourd'hui toxicomanes. Donc on n'en sait rien. C'est pour ça que plutôt que partir du principe, comme avec les vaccins, qu'il faut tout interdire et que tout est dangereux,
il faut une réponse. Et la réponse ne se trouvera pas sur un obscur blog de Google. Ça se retrouvera auprès des associations de patients, auprès du médecin que tu vas consulter. Et ça se discute. Et s'il y a des angoisses, on en parle avec le médecin qui va apporter des faits. Ouais. Et si le médecin il est dogmatique, on va le pousser à sortir son dogmatisme. Entre ceux qui refusent de donner des médicaments et ceux qui vont asséner des médicaments d'office, il faut aussi se méfier de ça. Mais derrière, il faut une réponse scientifique, pas une réponse dogmatique. Les croyances, c'est dangereux. Il y a quand même un gamin derrière. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Parce que j'ai dit On a fait le coucou, tour j'ai parce dit que- coucou à des gens, mais... Après, c'est la longueur de la vidéo, j'ai pas que ce soit trop long. Ah, tu crois? Ça fait combien de temps qu'on parle? 1 heure pétante? Il est 21h15. Bon. Ah oui, ça va. Ah, il va attendre. Bon, alors, on va laisser aux gens 1 minute. Une Une minute. minute pour réfléchir. Et dans 1 minute... Alors, C'est- il y a encore un coucou. J'adore faire les coucous, en fait. Voilà, l'enfant doit être interrogé aussi. Bah, Sylvie, vous avez entièrement raison. Moi, j'ai vu des séances où le gamin, il était assis sur une chaise, comme ça. Il nous entendait discuter de lui. Et puis, j'ai vu un gamin, un jour, j'ai adoré le gamin qui fait « Je suis là. Je suis pas transparent. » Et c'est vrai que le gamin, il avait juste une question, c'est que il voulait un truc en particulier. C'est me voir peut-être toutes les semaines ou tous les mois. Ah, un jour, je me suis fait pourrir par une maman. Pourrir. Ça arrive parfois qu'on se fasse pourrir. Ou la mère m'a fait le chèque, elle me l'a jeté au visage. Ça arrive parfois. La mère avait décrété que son gamin, ça devait être toutes les semaines, la séance avec moi. Sauf que moi, je vois bien qu'avec la pathologie qu'il avait, toutes les semaines, ça va lui mettre une pression terrible au gamin et ça va aggraver les problèmes. Moi, j'étais plutôt partisan de 15 jours, 3 semaines. La mère m'a dit, une bonne thérapie, c'est toutes les semaines. Je dis, moi, personnellement, peut-être qu'ailleurs, ce sera de... Moi, personnellement, je refuse de voir votre enfant toutes les semaines. Ça me paraît au contraire contre-productif. Elle m'a dit, ok, c'est pas comme ça que je veux que mon enfant soit soigné. Elle a fait le chèque, elle me l'a jeté au visage. Donc, oui, il faut écouter l'enfant. Et si l'enfant dit qu'un rythme est trop dur pour lui, il faut écouter le gamin. Ouais, faut- C'est quand même lui qui est le mieux placé. C'est comme si oui. vous allez chez le dentiste et c'est quelqu'un de la salle d'attente qui dit il a mal, il a pas mal. Mais moi, c'est dans ma bouche que je sens si j'ai mal. Personne ne peut savoir à part moi si j'ai mal. Coucou. J'adore faire des... Tu sais, on va rester jusqu'à minuit. On va juste faire des coucous jusqu'à minuit. Quoi. Bonjour Damien. Je fais des coucous comme ça. Ma fille m'a dit qu'elle ne voulait pas voir un psy. Bah, il faut respecter ça. Il faut, ça c'est un gros classique aussi qu'on a très souvent dans les Oui, talks aussi, c'est vrai. c'est que l'enfant il n'a pas envie. L'enfant n'a pas envie parce que parfois il a peur qu'on lui donne des médicaments alors qu'il n'en veut pas. L'enfant peut avoir peur qu'on lui dise qu'il est fou. L'enfant peut avoir peur de révéler des informations au psy qui vont retomber dans les oreilles des parents. En fait, il faut simplement dire au gamin, je te fais confiance. Si tu penses que tu es capable, je te fais confiance. On réinstalle la confiance. Et on va dire au gamin, et si à un moment tu sens que c'est dur, n'hésite pas, on ira voir un médecin, on ira voir ce que tu veux. S'il y a des choses que tu ne veux pas dire devant moi, tu les diras sans moi. Mais je te fais confiance, et si ça devient dur, n'hésite pas à venir me voir. Mais il ne faut pas dégainer le psy d'office. Non, Il ne faut pas non plus dire au gamin, ouais, mais tu vas rater ta scolarité. Il faut réinstaller la confiance. oui. Je te fais confiance, et si un jour ça devient dur, fais-moi signe, on ira voir le médecin, ou on ira voir les enseignants, on ira voir ce que tu veux. Il faut ouvrir la porte, mais pas obliger le gamin à utiliser cette phase-là. Après, il y a un autre problème, c'est que parfois les enfants ne sont pas assez malades. Il y a quelque chose qui est très important dans le TOC. Avant, il y avait plus de 10 à 15 ans entre le moment du début de la maladie et le moment où quelqu'un était diagnostiqué et pris en charge. Avec la médiatisation, Google, les associations, on a réduit le délai avant le diagnostic. Le problème, c'est que quand on réduit le délai, on tombe sur des gens qui sont moyennement malades. Le gamin, il se lave les mains pendant une demi-heure par jour. Il n'a strictement pas envie de s'embêter à faire une thérapie qui est compliquée. Donc la thérapie va dire coucou. La thérapie va devenir plus compliquée que les symptômes. Ce gamin-là, malheureusement, c'est un fait, il va falloir qu'on attende qu'il s'aggrave. Et quand il va arriver à un certain niveau de handicap où tout va être compliqué pour lui, là, il va se dire j'ai besoin d'aller chez le psy. Mais tant qu'on n'est pas à un certain niveau de handicap, et tout le monde fonctionne comme ça, quand on a une légère douleur dans la dent, on ne va pas chez le dentiste. Voilà. Quand on a un peu mal à la gorge, on ne va pas chez le dentiste. Quand ça commence à faire vraiment mal, on décroche le téléphone. Et les enfants sont pareils. Ouais. C'est tout. Tant qu'il n'y a pas un certain handicap, généralement, on ne consulte pas. Donc voilà. J'avais envie de faire encore 2-3 coucous.